Flash Info. Devant la recrudescence des nouvelles petites sportives pour les jeunes permis, la sécurité routière a décidé d'ajouter une épreuve de posée de genoux lors de la passerelle du permis A2. Nous avons rencontré les premiers candidats. Non, bah écoutez, de toute façon, après le contrôle technique, on n'était plus à une mesure débile près. Non, franchement, je dirais que le plus dur, c'est qu'ils ont rajouté des nouvelles, vous savez, les fiches à apprendre là. Il y a des questions, franchement, je suis pas sûr. Tenez, par exemple, à quelle fréquence doit-on changer ses plaquettes de frein moteur? Bof. Que faut-il pour faire pousser des arbres à cam? Non, je suis pas sûr. Bonjour à tous. Bon, pour commencer, je suis très content d'être de retour par ici aujourd'hui. Comparo, des sportives éligibles à 2, les motos avec lesquelles vous allez apprendre à poser le genou. Les nouveautés sont à ma droite, Suzuki GSX 8R, Triumph Daytona 660 et on a pris aussi l'Aprilia RS 660 et la Yamaha R7. Venez ici, vous connaissez la chanson, on va commencer par faire le tour des motos. Donc les 3P de la nouvelle Suzuki GSX 8R, 9 699 €, 205 kg tout plein fait et 83 chevaux. La signature de la GSX 8R, ce qui l'identifie le plus sur le marché et même dans sa catégorie, c'est la plus sage du lot, de par sa position de conduite, de par son poids aussi, c'est la plus lourde de toutes. Le premier détail, c'est ce moteur. C'est un bicylindre rolling calé à 270 degrés. Alors c'est le look le plus agressif du lot, mais elle emprunte son feu à la GSX 8S si vous reconnaissez bien. Il y a d'autres motos dans la gamme Suze. Un autre détail, c'est ces demi-guidons très nettement au-dessus du tête de fourche. Allez, le tableau de bord, on peut déconnecter le traction control. Ultime détail, on a un shifter monté de série sur la Suze. Les 3P de la Daytona, 9 795 €, 201 kg tout plein fait et 95 chevaux. Sa signature, c'est celle qui se différencie le plus de sa jumelle Roadster. Il y a des vraies évolutions comparées à la Trident 660. Un petit détail, elle a été dessinée par les mêmes qui ont dessiné la Daytona 675. Je vous parlais de modifications, ça commence par le moteur avec 95 chevaux au lieu de 81 sur la Trident 660. La boîte a également été revue. On a des settings de suspension différents, à noter qu'elles ne sont pas réglables. On a aussi des étriers radio à 4 pistons, là on n'a que 2 pistons sur la Trident. Bon, et comme on a une nouvelle position, etc., on a aussi une nouvelle géométrie. Yamaha R7, 9 999 €, 188 kg tout plein fait, 73,4 chevaux. Sa signature, je dirais que c'est celle qui a l'évocation la plus sportive du lot, avec une vraie position de sportive, un vrai look aussi d'R6 en l'occurrence. Premier détail qui pose vraiment la R7, c'est la seule à avoir des demi-guidons vraiment en dessous des têtes de fourche. Sur la YAM, il y a un train avant vraiment surdimensionné par rapport à sa motorisation. On a donc un moteur d'MT-07. Le cadre a été renforcé. Ultime détail, c'est la seule qui n'ait pas d'assistance électronique et un tableau de bord LCD. Aprilia RS 660, la plus chère et la plus puissante, 11 599 €, 183 kg tout plein fait et 100 chevaux. Sa signature, c'est que c'est la plus sportive de conception cette fois, avec un gros cadre périmétrique, des suspensions réglables, etc. Premier détail, son bicylindre rolling qui a un rapport cylindrée puissance inédit pour un twin. En partie cycle, on a un gros cadre périmétrique et un moteur porteur avec un amortisseur en prise directe. On a une selle vraiment épaisse. Et on va conclure sur le tableau de bord et l'électronique. Il y a tout. Réponse de la poignée de gaz, frein moteur, traction control, anti-wheeling, ABS. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, pour des raisons d'équité, on a monté des Diablo Rosso 4 sur toutes les machines. C'est le pneu routier le plus sportif de la gamme Pirelli. C'est particulièrement pertinent de l'avoir fait sur ce comparatif-là que celle-ci, lors de la présentation presse, avait une monte pneumatique qui n'a pas vraiment fait l'unanimité. Donc on va pouvoir aller vérifier ce que ça donne avec d'autres pneus. Bon, à la base, on devait avoir une CBR 650R. Mais Colonel, il a oublié les carénages à Paris. Bon. On en rigole, mais c'est quand même bien dommage que la petite Honda n'ait pas été là pour ce comparatif. Car avec son 4 cylindres en ligne, c'est peut-être celle qui se rapproche le plus, dans sa mécanique en tout cas, de la sportivité telle qu'on l'entendait il y a encore quelques années. Et oui, les Yamaha R6, Daytona 675, CBR 600 RR et autres GSXR sont loin. Quelque part dans le passé coincés entre deux vibreurs. Car avec les petites sportives que l'on a là, on est plus proche du permis A2 que du Moto 2. Leur position de conduite étant, justement, le premier indice de leur positionnement. La R7 est clairement la plus radicale de toutes, et la seule à l'être réellement, en fait. Sur la Triumph et l'Aprilia, les demi-guidons font dans la demi-mesure. Ni trop en dessous du tête de fourche, ni trop au-dessus. Alors que la position de la Suzuki est aussi sportive que notre Colonel. On est nettement plus proche d'une GSXS que d'une GSXR. Mais dans l'ensemble, que notre vieux briscard soit aussi à l'aise sur ces machines est un autre indice de leur hospitalité. Même si on a un peu l'impression qu'il a réquisitionné l'Aprilia quand il monte dessus.
Après avoir fait quelques photos, avec des consignes du photographe toujours très précises, les deux de devant, ils vont devant. Les deux de derrière, derrière. on a essayé de répondre à la principale question de ce comparatif. Laquelle de ces sportives est la plus sportive? Eh bien, pour ce qui est d'attaquer, elles se défendent toutes plutôt bien, avec des manières très différentes de le faire. Commençons par l'Aprilia. Bien qu'elle se fasse déposer au test de reprise par la Suzuki et la Triumph, elle est la plus jouissive à exploiter. Dotée des côtes moteurs les plus carrées, il faut la tenir dans les tours pour l'énerver un peu et profiter de sa rage mécanique. La vivacité de son bloc efface à l'attaque son creux à bas et mi-régime. Côté partie cycle, elle est rigoureuse et filtre étonnamment bien les aspérités, c'en est presque déroutant. Un petit reproche quand même, elle manque un peu de profondeur de selle pour l'arsouille, donc de mobilité pour le pilote. Ensuite, la GSX-8R, elle n'a de sportif que le R. Et pourtant, c'est la meilleure arme dans les petits coins. D'abord, son train avant est exceptionnel. Et briller par cette qualité quand il y a aussi la R7 dans le comparo, c'est comme faire de l'ombre au soleil. Ensuite, il y a ce Twin. Hyper coupleux et associé à une boîte de vitesse qui tire très court, il vous catapulte sur petite route comme aucune autre. La position plus relaxe désengage les épaules et permet de claquer la moto au guidon d'un seul coup de paupière. Pour les défauts, franchement, l'ABS à l'arrière est trop intrusif à mon goût. Ah, et on a aussi un petit peu une impression de flottaison de la roue arrière au freinage, encore une fois à l'attaque. Et à l'attaque, avec la Triumph, il faudra impérativement désactiver le contrôle de traction. Sinon c'est simple, la moto ne sort pas des virages. Et c'est con parce qu'elle y rentre super bien. La Daytona est sans doute la plus homogène du lot. Sa partie cycle neutre, équilibrée, précise et efficace n'a d'égal que son moteur aussi excitant qu'accessible. Dire que le 3 cylindres est un parfait compromis entre le 4 et le bi est une chose, le vivre en est une autre. Bien à bas régime, bien au milieu, bien en haut, bien en balade, bien à l'attaque, un nombre de cylindres à pair pour un carton plein. Pour lui trouver d'autres défauts en arsouille, franchement c'est difficile. Et enfin, il y a la Yamaha. Ah, ma petite bleue. Malgré son moteur totalement hors sujet, elle a un énorme capital sympathie. Sauf que pour profiter de ses qualités, oubliez la tendresse. Faudra absolument la brutaliser. Après quoi, vous aurez l'impression de piloter un petit jouet. Gabarit mini et mécanique modeste, elle décomplexe et dédramatise tout. On se jette dans les virages totalement désinhibés, rassuré par ce train avant incroyable. Et si la poussée et la longe ne sont franchement pas transcendants, au moins elle ne coupe pas la chic au Raptor comme peut le faire la Suze. Sans parler de sa bonne vieille poignée de gaz par câble et de ses excellentes suspensions, qui finissent de vous offrir, pour moi, le meilleur feeling de tout ce comparatif. Moi je trouve que Suzuki depuis quelques temps il nous sort des motos super sympas. À aucun moment c'est une sportive les gars. C'est la seule moto que j'emmènerai pas sur un circuit contrairement aux trois autres. Honnêtement ce guidon il fait presque penser à celui d'une RT, tu mettras une photo, ils feront la comparaison. Mais en fait, tu montes dessus, tu as les demi-guidons qui sont en haut On est bien assis, la selle est moelleuse. et tu peux enchaîner les kilomètres sans problème. Tout est incroyablement doux. Bon, par contre, t'as pas la protection. C'est celle qui offre le plus d'agréments à tous les niveaux. Le tableau de bord, comme chez Suze depuis peu, Beau, esthétique, c'est la même chose, tu me diras. vu que le guidon est large et haut, ça nous donne vachement de bras de levier pour enchaîner les virages. Le train avant est posé, il est scotché par terre. Et en fait, dans les enchaînements, elle est super agile. Je me demande si sur petite route c'est pas la plus efficace et la plus rapide. En reprise, vraiment à bas régime, c'est elle qui décolle. En termes de moteur, c'est le plus couplé de tous. C'est instantané, c'est wop. Je crois que c'est la meilleure boîte shifter que j'ai pu essayer de toutes les motos depuis que je collabore avec Moto Journal. Par contre, c'est la moto de plus grosse cylindrée et du coup, il y a vachement de frein moteur. Putain, pourquoi je dis vachement à chaque fois? Notamment quand tu fais 3-2, bon. Tout est bien, il n'y a pas de négatif là-dedans. Attends, négatif, je regarde, mais Ce Twin, je trouve qu'il manque d'allonge par rapport aux autres. Même celui de la R7 a plus d'allonge. la finition, ah ouais. Si, tu peux le dire, elle est moche. Elle est affreuse cette moto. Au niveau électronique, c'est complet et c'est simple. Ok, next. Les points positifs de la Daytona, Je trouve que c'est la plus complète, la plus homogène. son moteur déjà. Et les racleurs, Ça fait une musique extraordinaire. Il est rempli à bas régime, C'est quand même autre chose qu'un bicylindre. coupleux au mi-régime, C'est le moteur le plus... me fait rappeler un peu la 675 quoi. allez, j'alimente un petit peu la polémique. Ils auraient peut-être pas dû l'appeler Daytona, mais peut-être Sprint 660 comme on me l'a fait remarquer sur Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram. Au niveau de la position de conduite, L'assise est confortable. c'est pas aussi radical que la R7, Accueillante, mais on a quand même ce guidon qui est un peu éloigné avec une moto qui est un peu fine et un peu longue. Bon, en plus de... Bon.
Et moi je préfère les motos un peu plus compactes. Le tableau de bord est pas mal, c'est pas le meilleur, mais il est lisible. Les plastiques de qualité, il n'y a pas beaucoup de pièces comme sur certaines motos. Tout ce qu'on peut déplorer, peut-être, c'est un cache-cadre en plastoc, là. Moi qui suis pas grand, j'ai quasiment les deux pieds au sol. Elle est moins stable par contre que la R7 dans les grandes courbes, Et la suspension arrière filtre quand même plutôt bien les aspérités de la route. mais elle est plus agile dans les petits coins. L'électronique est en fait un peu intrusive. On a beaucoup de feeling autant à l'avant qu'à l'arrière et ça c'est cool. Le verrouillage des rapports sont un peu longs. Elle a pas comme l'Aprilia et la R7 cette espèce d'aura de sportivité je trouve. Elle est peut-être un peu trop consensuelle. Je vais dire un mot sur le shifter quand même parce que c'est pas possible quoi. Il est où le shifter? Point positif, elle s'assume. Moi j'adore l'ambiance à bord de la R7. Elle fait pas semblant comme ses 3 copines d'aujourd'hui. Et surtout elle est valorisante cette moto. Position radicale. Franchement la position elle est vraiment exigeante quoi. On sent la route, là. On est dessus, on est dedans. Je trouve la selle quand même un petit peu dure. La selle en forme de cœur. C'est nul. Mais en contrepartie, c'est relativement inconfortable. Faut vraiment attaquer en fait pour en profiter de cette moto. Il faut aller chercher les repose-pieds. Ils sont loin en arrière. Ils sont super hauts. Quant à la partie stick, c'est vraiment un scalpel une fois qu'elle est posée sur l'angle. On a tout d'une sportive. Attends. C'est le feeling qui me plaît particulièrement cette moto. Une grosse fourche entièrement réglable, un mètre cylindre radial, des étriers radiaux et un amortisseur arrière qui est aussi réglable. Meilleur frein avant de tout le Comparo. Si tu prends les freins, elle se raidit, mais dès que tu les lâches, wouah. On dirait qu'il n'y a pas trop de limites. J'aime bien ces bas régimes et ces mi-régimes, je trouve que Il est quand même assez agréable, surtout en ville ou à bas régime. Autant la partie cycle est digne d'une grosse sportive, autant le moteur est anémique. ça manque d'allonge en fait pour une sportive, c'est évident. Ah ouais, le tableau de bord c'est horrible. Un gros point noir, bah c'est le prix. Ah ouais, le rayon de braquage aussi mec. 9 999 €, c'est pas loin d'être la plus chère à part l'Aprilia. Mais par contre, il n'y a pas de shifter et toujours à 10 000 €, c'est dommage. Mais point positif, Clairement, c'est celle qui, je trouve, qui a le meilleur équilibre entre sportivité et tourisme. elle est valorisante. Pas trop incliné sur l'avant avec le guidon assez rapproché du pilote. C'est presque confortable. La selle est assez confortable par rapport aux autres. C'est vrai, la selle, elle est molle. Quelques vibrations au niveau de la selle quand on monte dans les tours. La selle est en effet très confortable, mais pas seulement. Les suspensions aussi, je trouve qu'elles sont plutôt confortables. On se ressemble un peu quelque part. On est tous les deux d'origine italienne et on a tous les deux un gros bidon. Bon, Le tableau de bord, l'ergonomie globale des commandes de bord et tout, c'est pas mal. j'ai du mal à faire la position limande. Il y a un feeling bizarre au levier, il est un peu dur. Ça pile, hein, mais il n'y a aucun feeling, quoi. C'est par rapport à une Yamaha, par exemple. Même si le moteur est assez creux, C'est un super moteur. Le moteur est vif, heureusement parce qu'il est un peu creux à bas et mi-régime. ça marche un peu comme un deux temps en fait. C'est creux en bas et en haut, dès que tu dépasses 7 ou 8 000, En plus, il y a des bonnes vibrations. une commande de sélection de vitesse qui est un peu dure aussi, mais c'est précis. Si c'est pas forcément la plus agile, je trouve par contre que c'est la plus précise. Ouais, en fait, non, j'ai pas trop de points négatifs à part le moteur creux quoi. Première, KTM. En première position, je classe la Daytona. Deuxième, Aprilia 660. Troisième, Suzuki. Et la quatrième, la R7. Première ex aequo, l'Aprilia et la Triumph, même si j'ai un petit coup de cœur pour l'Aprilia et même si finalement la Triumph, je trouve que c'est la plus complète au global. Ensuite, je mets la Suze et la R7 et franchement, je pense que je les mets ex aequo aussi, mais elles sont tellement différentes en fait qu'on peut pas en faire gagner une sur l'autre. La première, la R7, elle s'assume. La deuxième, la Suzuki. Un peu comme la V-Strom, c'est la moto qu'on n'attend pas et finalement, c'est une super moto. Troisième, la Triumph. On pourrait la mettre à égalité avec la Suzuki, très franchement. La quatrième, la Prilia. Pour moi, la Priya, elle remporte le comparatif parce que c'est la plus complète au global. En seconde, et vraiment pas très loin, je mets la Triumph Daytona. En troisième position, la Suzuki. Et quatrième, la R7 qui est pour moi une position trop radicale pour la route, quoi. Et un moteur qui va pas vraiment avec la moto. C'est bon, ça tourne? J'habite. Le mot de la fin, J'ai rajeuni de 20 ans. tu crois? Non. Bah si, ça se voit, regarde. Encore une fois, pensez à vous abonner, ça nous permet de faire des contenus indépendants, de dire que ce qu'on veut et de faire que ce qu'on veut comme on veut et Quand on veut. et quand on veut, voilà. Ouais. Donc des petits j'aime, des petits commentaires et ça fait toujours plaisir. C'est nul comme fin. Hein.